Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où à mon habitude je ne vais pas dire la vérité. Je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain. On va particulièrement s'intéresser à la vérité, je mets des gros guillemets dans cette vidéo dont l'objet est, je dirais, l'accès au réel. Je parle à plusieurs occasions dans d'autres vidéos de l'accès au réel et j'explique que de mon point de vue, la fonction de notre expérience d'être humain qui nous permet le mieux d'accéder au réel, c'est les sensations, les 5 sens. C'est les 5 sens, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, ce que je goûte, ce que je touche, qui me permettent d'accéder au réel de la manière la plus efficace, sachant que c'est loin d'être complet. Avec mes organes sensoriels, je n'accède pas au réel en entier, j'accède à une toute petite partie du réel. Mais bon, c'est ce qu'on pourrait appeler le réel sensoriel, c'est le réel que nous partageons tous entre êtres humains. Donc du coup, il est quand même très intéressant pour nous, même s'il n'est pas complet. Mais que faire pour ce qui est au-delà de ces 5 sens? Accéder au réel, c'est intéressant aussi pour les choses que je n'ai pas pu percevoir sensoriellement. Si je m'intéresse à l'actualité, à mon environnement, à ce qui se passe sur la planète, par exemple, il y en a plusieurs, mais il y a une guerre très médiatique en ce moment. C'est quoi la réalité? C'est quoi la vérité? Comment j'accède moi au réel quand je ne peux pas regarder et entendre les choses? Et même quand je peux les regarder et les entendre, parfois je me rends compte qu'il me manque du contexte, qu'il me manque des informations, qu'il y a des tenants, des aboutissants auxquels je n'accède pas justement et qui pourraient me faire mieux comprendre ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Donc dans l'accès au réel, même si l'outil sensoriel est notre outil le plus efficace, on ne peut pas s'en contenter à un moment donné. Soit je ne m'intéresse pas à autre chose que ce que je peux voir, entendre, etc., toucher, etc. Soit il faut que je trouve, et ça va être le sujet de cette vidéo, que je trouve la manière la moins mauvaise, je vais le formuler exprès comme ça, pour essayer d'avoir comment je pourrais dire, l'évaluation, le constat, comment je peux récolter l'état de fait le plus proche du réel. Et si j'avais envie de faire une vidéo là-dessus, c'est parce que il me semble que dans notre culture, et pas seulement notre culture, mais dans notre culture occidentale, on nous éduque d'une manière assez catastrophique à ce sujet. On est très éduqué avec des notions d'autorité et c'est les autorités qui nous disent ce qui est le réel, ce qui est vrai. À l'école, il y a des maîtres d'école qui nous expliquent c'est quoi le réel, c'est quoi l'histoire, c'est quoi la géographie, c'est quoi la physique, la chimie, etc. Moi j'ai très déçu en étant adulte de me rendre compte qu'on m'avait appris beaucoup de conneries à l'école, que beaucoup de choses qui m'ont été enseignées n'étaient pas réelles, ou vraiment très peu complète ou carrément renversée, etc. Donc ça m'a invité, ça m'a motivé à essayer de trouver une autonomie pour accéder au réel. Mais quand je dis une autonomie, c'est pas une autarcie, ça veut pas dire moi tout seul, c'est pas ce que je vois et ce que j'entends seulement, c'est comment je suis en relation avec les autres humains de la planète pour à ce qu'ils m'aident à accéder au réel. Comment je fais ça? C'est très compliqué. Alors déjà, je vais exprimer ce qui est compliqué. Et au-delà de cette notion d'autorité, donc du coup, on va nous inviter à avoir confiance en certaines autorités. Alors, soit c'est des autorités dans l'enseignement, des autorités politiques, des autorités religieuses, pour ceux qui veulent s'intéresser au réel spirituel, on va dire. Et puis après, il y a de plus en plus des espèces d'autorités journalistiques qui s'imposent comme des autorités qui nous disent ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ils font des checks de facts, des fact-checking, c'est-à-dire c'est à eux qui nous disent c'est quoi les faits, c'est quoi pas les faits, qui nous disent ce qui est gentil, qui est méchant, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser. Donc on est clairement dans notre culture de plus en plus dans une logique sectaire. Sectaire, ça veut dire que tout ce qui n'est pas dans une idéologie va être rejeté, va être condamné, vu comme négatif, vu comme mauvais, faux, etc., etc. On est clairement de plus en plus dans une logique sectaire. Il y a de plus en plus une centralisation de ce qu'on appelle le mass média. Il y a quasiment tous les médias qui disent la même chose au même moment avec les mêmes éléments de langage. Donc ils ne nous informent pas très clairement de comment eux fonctionnent, mais ils ont clairement un fonctionnement centralisé. Ils ne disent pas quel est le centre.
d'autres, mais il y en a un manifestement. Moi quand j'étais petit ça se passait pas comme ça à la télé ou dans la presse, c'était pas autant centralisé, c'était pas autant univoque, donc il y a quelque chose qui s'est passé entre temps. Voilà, donc il va y avoir plein de personnes qui vont se poser comme des autorités de la vérité, qui nous disent ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser. Même la science, qui est supposée être l'approche la plus critique qui soit, la plus sceptique qui soit, commence maintenant, enfin commence, ça fait un moment, mais les soi-disant autorités scientifiques viennent nous dire ce qu'est la vérité scientifique, ce qu'il faut penser. Ils viennent conclure certaines opinions sur certains sujets, sur certaines situations, etc. Ce qui est absolument le contraire de l'approche scientifique. Ce que je vous ai décrit tout à l'heure du mass média, c'est absolument le contraire de l'approche normalement journalistique et de l'éthique et de la déontologie journalistique. Mais de plus en plus, voilà, on va vers quelque chose de très sectaire, de très manichéen, de très simpliste. Il y a les gentils, il y a les méchants, ça c'est vrai, ça c'est faux. Il y a les pro-vax, les anti-vax. Voilà, on nous montre tout comme ça. Il y a ceux qui ont compris le monde et puis il y a les complotistes. Voilà, tout est comme ça, hyper clivé, violemment clivé. De plus en plus, les personnes qui ne pensent pas comme la pensée unique, donc comme la secte, sont dénigrées, accusées, si ce n'est, enfin on fait tout pour les faire taire. On trouve normal d'en faire des citoyens de seconde zone, etc. etc. Donc je voulais faire le lien avec tout ça parce que voilà ce que ça implique, l'accès au réel. Ça implique tout ça, ça implique aussi comment on va traiter les gens qui sont autonomes à accéder au réel. Ouh, je me suis pris une feuille. Qui sont autonomes à accéder au réel, qui ont envie, à tort ou à raison, ils le font peut-être correctement, peut-être ils se trompent, peut-être ils le font efficacement, peut-être ils le font pas efficacement, mais ils ont envie de simplement pas suivre ce que des maîtres à penser leur disent de suivre. Voilà. Donc ça implique tout ça. Et donc dans cette logique plutôt d'autorité, je repère que il va très souvent, moi je vois quand j'aime bien discuter, c'est comme ça en fait, c'est en discutant, multipliant les sources, en osant dire ce qu'on pense et puis regarder comment on est critiqué dans ce qu'on pense, quels sont les arguments en face. C'est comme ça pour moi qu'on accède de plus en plus au réel, hein. Et dans cette logique, j'observe que très souvent on va me demander des preuves. C'est encore arrivé ce matin, c'est ce qui m'a inspiré cette vidéo. On va me demander des preuves absolues de ce que je suis en train de dire, des sources absolument fiables, et si j'ai pas ça, c'est comme si je n'aurais pas le droit de penser ou d'exprimer ce que je pense ou ce que j'exprime. Je n'aurais pas le droit à ça. Il faut absolument que ce soit, encore une fois, validé par une autorité. Et je vais expliquer que là, j'aurais presque pu mettre cette vidéo dans la série des vidéos dédiées aux victimes de manipulation. Il y a une grosse manipulation dans cette approche-là, c'est un sophisme, qui est ce qu'on appelle l'argument massu. Pardon. C'est un argument massu. C'est quoi un argument massu? Un argument massu, c'est un argument qu'on peut sortir tout le temps. Quelles que soient les circonstances, on va toujours avoir raison en sortant cet argument. Du coup, c'est pas un argument valable, parce que c'est juste un argument pour empêcher de continuer à communiquer. C'est juste une grosse évidence qui permet d'invalider le discours de l'interlocuteur, ou de le valider, hein, ça dépend, mais en général l'argument massu on sort plutôt pour dire bah non, regarde, t'as tort. Et l'argument massu c'est bah non, tu peux pas dire ça, tu n'as pas de preuve absolue de ce que tu dis, ou ta source n'est pas absolue. Alors c'est quoi les sources absolues? Ça va être très contestable ça aussi, mais la logique est la même. Et donc quand on vous demande une preuve absolue, c'est très important de comprendre que en fait cette demande est impossible. Elle vous met dans une situation où vous ne pouvez pas répondre. Donc vous avez forcément tort. Pourquoi? Prenons un exemple, un exemple simple. Imaginons que vous soyez amené à désapprouver ou à dénoncer un comportement violent. Voilà. Et puis on va vous dire, mais comment tu sais que cette personne a été violente? Est-ce que tu as une preuve? Avant d'accuser cette personne de violence, as-tu une preuve? Comprenez qu'en fait vous ne pouvez pas fournir de preuves concrètes, matérielles d'une violence. C'est absolument impossible. Imaginons, ou encore une fois, critiquez ce que je suis en train de dire en commentaire. Dites-moi si vous avez une manière de prouver de la violence. Imaginons que vous apportiez un document vidéo qui montre cette violence. Ben, on va pouvoir vous dire non, la vidéo est truquée. On va pouvoir vous dire oui, mais qui t'a donné cette vidéo? Est-ce que c'est une source fiable? Si ce n'est pas la bonne source correcte du milieu ambiant,
la vidéo va être rejetée et en fait on va plutôt rejeter la source. Et la vidéo va être rejetée avec, on va même pas la regarder. Ça se passe énormément en ce moment, en temps de guerre c'est très très flagrant. Hein. Quand il y a un camp qui n'est pas le nôtre qui montre des vidéos de ce qui se passe, ah non on regarde pas, de toute façon c'est le méchant camp qui montre la vidéo, donc c'est pas valable. Et puis bien sûr le méchant camp peut dire exactement la même chose du camp qui est bon du point de vue de précédent. Voilà, donc du coup aucune vidéo ne va pouvoir être reçue comme une preuve. Ça n'est pas une preuve directe, on va dire, c'est une preuve indirecte, ou en tout cas c'est une tentative de preuve indirecte, mais le problème c'est que c'est une preuve qui est soumise à la bonne foi de la personne qui fournit la vidéo. Est-ce qu'elle a modifié et puis on va pouvoir non seulement contester la source, mais on va pouvoir contester le contexte aussi. Oui, mais quel est le contexte? Il n'y a pas assez de contexte comme Facebook ou les fact-checkers nous disent tout le temps quand les informations ne leur plaisent pas. On peut toujours sortir cet argument massu. Il n'y a pas assez de contexte. Quand il y avait des vidéos de violence policière aussi, les ministres et j'ai même oublié comment ça s'appelle, l'entité qui est supposée être le flic des flics, qui disait non, il n'y a pas assez de contexte à cette vidéo. Donc on a beau voir un flic qui tabasse quelqu'un, oui mais on n'a pas le contexte. Donc ok, bon, du coup on peut dire que la vidéo n'est pas bonne, on la jette. Donc du coup c'est pas une preuve absolue, ça ne marche pas. Si vous êtes témoin, ou si vous avez reçu un témoignage auquel vous avez confiance, la personne elle a l'air sincère, etc. Pareil, la personne peut mentir, la personne peut se tromper. Donc c'est pas une preuve absolue, un témoignage. Qu'est-ce que vous pourriez fournir d'autre? Réfléchissez, dites-moi, quoi que vous fournissiez, une blessure, une preuve de blessure, un document médical qui dit que la personne est blessée. Donc même la preuve qu'on vous fournit, on peut la contester parce qu'on peut dire non, le laboratoire il a triché, il a inventé n'importe quoi comme preuve, ou la photo n'est pas comme pour les vidéos, hein, la photo elle a peut-être été truquée, etc. Donc de toute façon c'est toujours contestable. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de preuve absolue, ça n'existe pas, c'est impossible. N'oubliez pas ça. Hein. Ou alors, montrez-moi que je me trompe, je veux bien. Et de toute façon, une preuve de blessure, c'est ok peut-être la preuve qu'il y a eu de la violence, mais ça ne prouve pas qui est le responsable de la violence. Donc là encore, on est dans des preuves indirectes, etc. Donc ce qui est très important, ça va être d'être absolument clair que c'est complètement inepte, complètement malhonnête, complètement insensé de demander une preuve de ce que vous pensez, de ce que vous dites, de ce que vous avez évalué, de ce que vous dénoncez. Ça peut être très dérangeant parce que pour le mental, on a envie d'être sûr et de pouvoir dire mais si c'est vraiment vrai, j'en suis sûr que c'est vraiment vrai. D'accord. Et puis si vous avez été témoin, encore une fois, on peut dire que vous mentez. Donc ce qui est une preuve peut-être pour vous l'avez vu, vous l'avez entendu, ça ne peut pas être une preuve pour les autres. Il faudrait vous faire confiance. Et vous faire confiance, c'est pas une preuve, ça. Donc, c'est très important d'être clair avec ça, même si c'est perturbant. Parce qu'on a envie de pouvoir être sûr de ce qu'on dit parfois. Et on a envie de pouvoir, du coup, dénoncer que l'autre, il se trompe, puisque moi, je sais que ça s'est passé comme ça. Donc, si l'autre dit le contraire, c'est forcément qu'il n'a pas de preuve et qu'il se trompe et qu'il a tort. Forcément. Bon, c'est pas comme ça que ça marche, mais c'est comme ça que beaucoup de personnes vont raisonner par ce biais cognitif. C'est un biais cognitif, hein. C'est une erreur d'usage du mental que de s'appuyer sur l'idée qu'on pourrait prouver quelque chose puisqu'on ne le peut pas. Ça a un autre effet de bord, c'est que du coup, encore une fois, on va chercher des autorités. Du coup, on va peut-être aussi parfois argumenter que non, il n'a pas été condamné. Voilà, s'il a commis un crime, s'il y a eu violence, la justice le définira, la justice le dira, ou alors on va dire porte plainte si tu crois que c'est un crime ou que c'est un délit ou que c'est une violence. Voilà. On va vous dire ce genre de choses. Donc là encore, la personne comme un enfant va s'appuyer sur une autre autorité, un magistrat qui pourrait prendre la décision à sa place. Le magistrat est un humain comme vous, il ne peut pas davantage avoir de preuves. Le magistrat peut recueillir des tas de documents, aucun n'est une preuve absolue de quoi que ce soit parce qu'on vient de le définir. C'est impossible d'avoir une preuve de quelque chose. Impossible. Toute preuve peut être contestée. Donc j'allais partir sur un autre je vais rester sur ce sujet. Mais du coup, on fait quoi? Comment on fait alors? Alors, en gros, il y a deux orientations. Celle que je viens de vous décrire, moi je la conseille pas. L'orientation qui consiste à faire semblant que nous on a des preuves et que les autres les ont pas, c'est une posture totalement malhonnête. C'est un argument massu. Vous pouvez toujours dire à quelqu'un non, toi t'as pas de preuves, mais vous en avez pas non plus. Donc du coup c'est clairement pas intègre comme posture. Et donc les seules postures intègres
possible, c'est soit dire ok, bah, je n'ai plus d'opinion, je ne dis plus rien sur rien, puisque bah, je ne peux rien savoir avec certitude, même pas ce que moi j'ai vu ou entendu, parce qu'après tout j'ai pas assez de contexte éventuellement, donc je ne m'exprime plus, je ne pense plus sur le réel. Je décrète que les réels est une chose absolument inconnue et dont je ne peux pas parler. C'est une posture possible, c'est pas la mienne clairement, sinon je ferais pas des vidéos, mais pourquoi pas. L'autre posture, ça va être d'essayer de trouver des manières, certes imparfaites, mais d'accéder au réel de la manière la moins pire, comme j'ai dit tout à l'heure, possible. Et en général, on ne va pas parler de preuves quand on est consciencieux avec ce sujet-là, on va parler de faisceaux d'indices. C'est-à-dire que finalement, si on est honnête, intègre, consciencieux, rigoureux, je vais plutôt dire, si on est rigoureux avec ce qu'on peut obtenir, bah, ce sont des indices. L'indice une vidéo qui montre quelque chose, c'est un indice. C'est un indice très fort, hein, mais c'est quand même un indice. Un témoignage, c'est un indice. Des documents qui permettent indirectement de prouver, de penser que c'est des indices. Des preuves médicales de médecine, c'est des indices. Voilà. Tout ne sont qu'indices. Et si vous cumulez les indices, au bout d'un moment, vous pouvez avoir un faisceau. Vous voyez, comme s'il y a plein de petites lumières qui éclairent une zone, et au bout d'un moment, quand même, la zone éclairée, vous en avez une certaine idée. Vous ne voyez pas tout, parce que c'est comme des lasers, hein, très fins, donc il y a plein d'espaces pas éclairés, il y a des zones d'ombre, et quand même, quand vous arrivez à éclairer une pièce sombre avec une centaine de lasers, c'est quand même une idée de la pièce, ah là, il y a quand même une table, la taille de la pièce, là-bas, je vois une cuisinière, etc. On voit des choses, on a une idée assez fidèle où on peut se recomposer exactement la représentation de la pièce. Donc ça va plutôt être ça, l'accès au réel. C'est-à-dire quelque chose qui inévitablement a des zones d'ombre, mais qui peut avoir des zones éclairées. Et puis bien sûr que les éclairages c'est complexe, parce que si par exemple vous avez 4 témoignages différents, bah, comment vous faites? Clairement ça peut pas être si différent, donc il y en a qui mentent ou il y en a qui se trompent, et donc il faut savoir faire le tri, qui ment, qui se trompe. Alors c'est des compétences qu'on peut acquérir sans certitude, mais à un moment donné on peut quand même, parfois franchement on arrive à établir qu'une personne est clairement en train de mentir, notamment quand une personne donne 2 versions, ça arrive, donc il y a au moins une des deux qui est un mensonge. Voilà. Dans tous les cas, l'accès au réel est un processus qui est complexe, qui est subtil, je dirais qui est sensible, et je dirais aussi qui est très 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 important, parce que je trouve que c'est utile, même si le réel est toujours un brouillard, d'essayer de désépaissir le brouillard de notre maximum, et c'est pas une bonne idée à mon humble avis, sous le prétexte que c'est impossible d'être parfait à accéder au réel, de ne rien faire. J'aurais tendance à argumenter que c'est exactement le contraire. Puisque c'est très compliqué d'accéder au réel, puisque c'est impossible d'y accéder parfaitement, bah, raison de plus de mettre énormément d'énergie pour accéder au réel. Et finalement, ce que moi j'ai envie de dire, c'est que l'alternative à cette logique d'autorité dont je parle depuis tout à l'heure, qui est notre culture, qui est notre façon qu'on nous apprend à l'école et qu'on nous apprend encore une fois à travers les médias, etc. On nous pousse à fonctionner comme ça, à faire confiance à certaines autorités, à certaines sources. Moi je décourage de fonctionner comme ça. C'est absolument pas, à mon humble avis, la meilleure manière d'accéder au réel, d'avoir le regard le plus complet sur le réel. Bah, la meilleure manière franchement, c'est d'être honnête, intègre, c'est-à-dire de ne pas être partial. Si par exemple je m'intéresse à la violence, mes appartenances vont être mon obstacle majeur à mon accès au réel. C'est-à-dire que si j'appartiens à une idéologie, à un parti politique, à une religion, à un clan quelconque, à un groupe quelconque, à un pays quelconque, toute appartenance à un groupe, quelle que soit la nature du groupe, risque, si mon appartenance est plus importante que ma motivation d'accéder au réel, risque de brouiller, de parasiter ou de détruire carrément mon accès au réel. Donc le plus grand ennemi dans mon expérience, et c'est ça que j'ai envie moi d'exprimer dans cette vidéo, et c'est pas, je dirais c'est un peu contre-instinctif, c'est contre-intuitif on dit plutôt, c'est pas notre réflexe premier de fonctionner comme ça. Encore une fois, notre réflexe premier, c'est d'essayer de trouver des valeurs sûres, des autorités sûres, des gens que l'on peut croire. Et je pense pas que c'est la meilleure manière. La meilleure manière, c'est soi-même
d'être profondément honnête, parce que le pire filtre, c'est pas les autres, c'est nous. C'est nous qui, si on est attaché à une idéologie, si on est partial, si on a un parti pris, ben, en fait, même à notre insu, on va sélectionner les indices qui nous arrangent, qui vont dans notre sens, et on va éluder les indices qui ne nous arrangent pas, qui ne vont pas dans notre sens. Et on va procéder de cette manière, consciemment ou inconsciemment, avec mauvaise foi totalement, ou même, encore une fois, juste avec une espèce de passion d'appartenance à mon groupe en qui j'ai confiance, et que c'est pas possible qu'il y ait des choses négatives qui se passent dans mon groupe. Donc les violences ou les choses négatives qui vont m'intéresser, c'est celles des groupes concurrents ou ennemis, mais pas mon groupe à moi. Je vais avoir tendance là, à être très compréhensif, à excuser ou à comprendre les négatifs ou les violences dans mon groupe à moi. Et donc je m'empêche d'être honnête et de regarder en face le réel, soit des inconvénients du groupe auquel j'appartiens, soit des avantages du groupe auquel je n'appartiens pas. Donc c'est principalement ça que je voulais transmettre dans cette vidéo, cette espèce de moteur, d'approche, de logique contre-intuitive, de se baser avant tout sur quelque chose de très honnête, de très impartial, et sur une aptitude à regarder en face tout, et de mettre de côté, et de mettre de manière très secondaire, voire tertiaire, mes appartenances. C'est-à-dire que je ne peux pas à la fois appartenir à un groupe, à un clan, à une idéologie, et accéder au réel. Je vais oser dire, dans mon expérience, le parasitage mental, le parasitage cognitif va être trop grand. Personne, de mon humble avis, a la sagesse de faire ça. Ce qui est réaliste psychologiquement parlant, c'est au préalable de se détacher de nos appartenances et d'appartenir au minimum d'idéologies, de groupes, de nations possibles. Là, je vais regarder en face vraiment le réel, je vais consulter les indices sans sélectionner de manière malhonnête. Je vais inévitablement sélectionner, parce que de toute façon ça ne peut pas être autrement. Et puis au bout d'un moment, quand j'ai acquis certaines certitudes, honnêtement, ça va aussi m'aider à sélectionner. Quand j'ai établi pour moi que, alors certitude c'est peut-être exagéré, mais que j'ai tellement de sources, j'ai tellement d'indices, de documents, etc. Alors rien, j'insiste, de probant absolument, mais quand même, vous comprenez que des vidéos par exemple où vous pouvez voir quelque chose, c'est des indices plus directs, plus forts que des témoignages par exemple. Et le témoignage de personnes en qui vous avez confiance, que vous connaissez, va pas avoir le même poids que le témoignage de quelqu'un dont vous savez que c'est quelqu'un de manipulateur et de menteur, et qu'il a des partis pris, et qu'il a des intérêts, etc. Donc bien sûr qu'après vous allez vous-même faire une évaluation aussi de confiance de certaines manières, mais dans tous les cas on va moins s'intéresser aux personnes que aux informations. C'est-à-dire que même dans la culture anglo-saxonne, on dit, même si Hitler dit que l'Angleterre est une île, l'Angleterre est quand même une île. C'est-à-dire que même le pire des manipulateurs, le pire des menteurs, la personne qui a le pire des partis pris, pourrait éventuellement vous donner des informations utiles que vous allez pouvoir vérifier. Donc je pense que rejeter une information sous le seul prétexte qu'elle vient de quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance, d'une mauvaise source entre guillemets, ça reste une mauvaise idée. On peut le rejeter parce qu'on a 50 autres sources, on a plein de documents qui disent vraiment le contraire, donc il n'y a pas cette personne n'a pas de poids avec son information. Pardon. J'allais éternuer, mais en fait non. L'information que donne cette personne n'a pas de poids, étant donné tout ce que j'ai récolté comme autre information. Voilà, on peut faire des choses comme ça. Encore une fois, si je suis profondément honnête, si ma motivation absolument prioritaire, c'est de regarder en face le réel et de connaître le réel, même s'il ne m'arrange pas, même s'il me fait peur, même s'il ne me convient pas, même s'il me dérange, même s'il me perturbe, même s'il remet en cause tout ce en quoi je croyais, tout ce qui était rassurant, sécurisant pour moi, voilà, ça, c'est ce qui va permettre d'accéder au réel. Et bien sûr, de consulter. C'est-à-dire que si j'ai une vraie motivation à accéder au réel, non seulement je vais augmenter mon qualitatif, c'est-à-dire ma manière de sélectionner, qui va être meilleure, qui va être plus honnête, plus intègre, mais je vais augmenter aussi mon quantitatif.
C'est-à-dire que si je suis motivé, je vais consulter beaucoup plus d'informations, de documents, de témoignages, etc. Et au bout d'un moment, la quantité devient une qualité. Si je me suis intéressé à un sujet précis pendant 4 ans, vous comprenez que inévitablement, je suis mieux informé que si je m'y suis intéressé depuis hier soir. Donc, y a évidemment un lien entre la quantité et la qualité. Voilà ce que je voulais dire, j'espère que ça servira. Le réel est plus fort que toi. Donc l'accès au réel est, à mon humble avis, quelque chose d'important. Parce que si vous êtes complètement paumé avec le monde dans lequel vous vivez, vous n'allez pas pouvoir prendre des décisions adaptées parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Ou éventuellement, vous croyez que ce qui se passe est le contraire de ce qui se passe vraiment. Voilà ce que je voulais dire. À bientôt pour d'autres vidéos.